sur la communication, des résultats des évaluations et comment gérer le retour sur les constatations des évaluations. Alors, si les gens peuvent juste mettre leur nom et peut-être si vous avez une question brûlante sur ce sujet, il faut le mettre dans le chat. Comme ça, je peux adresser à ça tout de suite. Merci, Kiwi. Voilà. Tout le monde peut voir l'écran, peut voir la présentation. Merci. Madame Mboup, bienvenue. Kiwi, vous pouvez mettre ça sur le slideshow pour faire le grand écran. OK, super. Merci, Chérif. D'accord. OK, nous allons discuter juste quelques détails sur mes expériences dans la communication des résultats des évaluations. C'est Kiwi qui va prendre le bâton après moi pour discuter sur la gestion du feedback. Alors, si on peut continuer, passer à la prochaine. Merci. Agenda, voilà, nous allons faire des introductions. Si vous pouvez mettre vos noms, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui déjà mettent leur nom et puis leur association dans dans le chat. Et puis, si vous avez, voilà, une question brûlante sur ce sujet, il faut le mettre. Comme ça, on peut adresser tout de suite à vos questions. Je vais commencer avec la communication des résultats des évaluations. Et puis, comme j'ai déjà dit, c'est Kiwi qui va prendre le bâton avec le receiving feedback, comment gérer le feedback sur les évaluations. Prochain drapeau. D'accord. Alors, je commence d'abord avec la leçon que j'ai appris depuis les 30 ans à faire les évaluations. La chose qui est primordiale au début, c'est d'avoir les check-in, en fait, les points de contact et les contacts chaque semaine. Pendant que vous êtes en train de faire une évaluation, on ne veut pas arriver à la fin du travail du terrain où vous êtes en train de ramasser des informations sur l'évaluation et à la fin de journée, à la fin que tout est collecté sur le terrain, que vous avez une très grande surprise pour le bailleur ou pour le partenaire qui a demandé l'évaluation. Alors, moi, je trouve que c'est bien d'avoir peut-être juste, normalement, je fais soit un phone call, enfin on appelle chaque semaine juste pour mettre au courant sur le progrès du travail. Mais en même temps, des fois, j'aime bien documenter ça avec juste un petit papier, une page qui parle de progrès, en même temps des challenges, surtout s'il y a des entretiens qui sont difficiles à obtenir, il faut toujours mentionner ça avec le bailleur ou le partenaire qui fait l'évaluation. Et puis des surprises, en fait des problèmes ou bien les surprises comme on est entré dans ce village et le village ne connaît même pas le projet. Voilà, vraiment des choses comme ça, il faut jamais attendre à la fin pour présenter des grands problèmes comme ça. Mais en même temps, il faut vérifier avec le bailleur que bien sûr que ces choses doivent être vérifiées, mais vous voulez juste signaler qu'il y a ces choses qui se passent pendant le travail du terrain. OK. Prochaine. Voilà. Leçon 2. Je préfère, quand je fais une évaluation, de proposer un atelier de validation pour la présentation des constatations initiales.
Alors, je ne veux pas qu'on arrive à la fin d'une évaluation et puis on a juste un discussion, un réunion courte avec la présentation des constatations finales. Moi, je préfère que quand on revient du terrain et on fait les analyses et puis on crée les constatations pour chaque question d'évaluation, on fait un atelier de validation où d'abord, on parle d'abord avec le bailleur. Si c'est un bailleur qui parraine l'évaluation, on fait un atelier où on prend nos temps et puis on dit voilà ces questions, voilà les constatations initiales qu'on voit parmi les informations que nous avons collectées. Alors, on dit au bailleur, est-ce que ça vous donne l'impression que c'est vraiment, c'est ça le cas que vous avez vu aussi? Et puis, s'il y a des différences d'avis, que vous allez vraiment aller dans les données que vous avez ramassées pour vérifier les résultats. Après que vous faites la validation avec le bailleur, s'il y a un partenaire qui implémente le projet, il faut faire une deuxième session de validation avec le partenaire. Et c'est là, bien sûr, où vous pouvez avoir des différences d'avis, mais si vous avez toutes les données, vous expliquez là où viennent ces constatations et ces conclusions. Et puis, basé sur ces discussions, si le bailleur ou le partenaire implémente vous donne plus d'informations que vous n'avez pas eues avant pour vérifier des choses, vous pouvez toujours faire une révision des constatations pour aller arriver à plutôt les constatations finales, alors basées sur leur input. Et à mon avis, surtout avec un partenaire implémente, quand vous êtes en train de faire une évaluation, il faut allouer beaucoup de temps pour ces genres de discussions, de validation des constatations. Allez, Dia, fermez le micro. S'il vous plaît, Dia, fermez le micro. Il y a un micro ouvert. Peut-être c'est Dia. Fermez. Il y a du bruit de fond. Voilà, alors, quand j'approche la... Vous m'entendez? Oui, allez-y. D'accord, OK. Je vois que les gens, ils mettent pas les questions. Alors, les gens, ils n'ont pas de questions. Ils savent exactement comment faire. Mais il n'y a pas de problème. Peut-être on peut discuter après sur vos approches, sur la communication des résultats. Souvent, maintenant, je parle un peu sur mon approche quand je communique des résultats. D'abord, j'utilise toujours des métaphores. Alors, j'aime bien dire aux gens, soit le bailleur ou soit le partenaire, voilà, nous allons maintenant faire une présentation sur les constatations d'évaluation. Et je vais vous emmener, je fais le métaphore sur un bateau de croisière. Alors, vous voyez là, le bateau de croisière, et vous avez le choix pendant ce bateau de croisière, sur ce bateau de croisière. Vous pouvez, je vais vous montrer un peu les constatations du bateau. Et si vous voulez arrêter à un certain point et aller plonger dans l'eau, l'eau, c'est des données. Alors, vous allez plonger dans l'eau, vous me dites quand vous voulez arrêter, je suis à vos services. Et si vous voulez plonger en eau en apnée, qui veut dire à gauche, vous êtes juste pas très profond dans l'eau, mais vous voulez juste arrêter la discussion pour demander quelques petites questions sur cette constatation, d'où est-ce que ça vient, les données, qu'est-ce que les parents disaient, qu'est-ce que les enseignants disaient ou les parties prenantes qui faisaient partie de l'évaluation. Vous pouvez décider d'arrêter pendant 5 minutes juste pour poser des questions de clarification où nous allons aller étudier un peu en profondeur les données. Ou bien, si vous voulez vraiment, et surtout pour les gens qui sont super intéressés dans la recherche, dans les évaluations, il y a des autres gens qui peuvent s'arrêter la croisière pour dire, voilà, cette constatation,
Je veux aller vraiment en profondeur avec vous sur les données et là, comment vous êtes arrivé à ces constatations. Alors, il faut que vous soyez prêts à aller. Il y a d'autres personnes, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres personnes pendant que vous faites une présentation des constatations qui préfèrent de rester sur le bateau. Ils ne posent pas de questions. Vous croyez que voilà, ça c'est la constatation, c'est la constatation. Mais il y a des autres gens où vraiment il faut que vous soyez prêts à ajuster la croisière parmi les clients qui sont dans la salle. Alors, je ne sais pas si le Oui, métaphore est clair, mais c'est ça juste un petit approche que je prends dans la tête c'est quand je d'accord. présente des Merci beaucoup. résultats. Oui. Prochain drapeau. D'accord. Alors, les outils pour la communication des résultats des évaluations, j'aime bien avoir toujours une présentation en PowerPoint. OK? Et ça donne vraiment, c'est focalisé vraiment sur les réponses à chaque question d'évaluation. Mais en même temps, j'ai un PowerPoint devant nous qu'on suit. Mais en même temps, dans les mains, j'ai des documents comme un tableau de constatation, conclusion et recommandations que je vais vous montrer sur le drapeau, le prochain drapeau, mais qui donne beaucoup plus de détails. Alors, c'est beaucoup plus pour les gens qui veulent aller en profondeur sur les constatations et les données et comment on est arrivé à cette constatation et cette conclusion. Et en fait, il y a des gens suivants, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Data Walk, mais ça, c'est très à la mode actuellement. Moi, je préfère de parler d'un bateau de croisière au lieu d'une promenade, mais il y a beaucoup de gens qui parlent de promenade des données. Et encore, c'est toujours cet esprit et cette idée de prendre votre temps avec le bailleur ou avec le partenaire pour vraiment étudier les données et comment on est arrivé à cette constatation. Alors, prochain drapeau. Alors, je voulais juste parler, et ça, c'est toute une session de formation qu'on peut faire avec Ceneval, des éléments super importants sur un bon présentation PowerPoint. Toujours, il faut que ça soit courte. Vous ne voulez pas présenter plus que 20 minutes et laisser beaucoup de temps pour la discussion. C'est la discussion qui est la plus importante. Et puis de focaliser la présentation, pas sur la méthodologie, pas sur le processus, mais vraiment sur les constatations. Vous focalisez ça sur les questions d'évaluation, les réponses. Question évaluation 1, réponse 1. Question évaluation 2, réponse 2. Alors, il faut vraiment focaliser sur les résultats. Et puis, sur chaque drapeau, il faut limiter le texte qui est sur le drapeau. On veut juste les points primordiaux. Pour avoir plus de détails, vous pouvez toujours utiliser l'application de Notes qui fait partie des PowerPoint. Je suis toujours étonnée que les gens n'utilisent jamais des notes et ils préfèrent de mettre tout sur le drapeau. Et quand vous mettez tout sur le drapeau, les gens sont complètement perdus. Ils ne peuvent même pas lire ça. Alors, d'autres choses qui sont importantes, c'est d'utiliser les graphiques pour expliquer les concepts et les résultats que vous êtes en train de communiquer. Aussi, c'est beaucoup plus facile pour les yeux, au lieu d'avoir trop de texte, d'avoir un peu de visuel, c'est bien. Il faut utiliser les graphes et les tableaux, mais des choses qui sont super, super simples, où les gens n'ont pas besoin de vraiment craigner et regarder pour comprendre ce que le graphe veut dire, mais des choses qui sont super importantes, super simples. Et puis, moi, je préfère toujours de faire un run-through. Alors, ça veut dire que le soir avant la présentation, vous êtes dans une salle avec vos collègues ou des amis ou même la famille et vous faites la présentation et vous vérifiez le temps que ça prend
et puis vous vérifiez avec l'audience que les choses sont claires. Ta manière de parler et expliquer les choses est claire. OK? Prochaine drapeau. Alors, un outil pour la communication des résultats. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça, mais c'est un tableau que j'utilise tout le temps dans les évaluations. C'est un tableau sur les constatations, des conclusions et des recommandations, et toutes soient liées logiquement. Alors, vous voyez sur la colonne à gauche, il y a la question d'évaluation. C'est là où vous mettez la question d'évaluation. Deuxième colonne, c'est les constatations. Alors, ça veut dire les données analysées de plusieurs sources, plusieurs parties prenantes que vous allez mettre dans les rangs pour répondre à ces questions. Et puis, les conclusions que vous allez prendre parmi ces constatations. Et puis, la dernière colonne, c'est les recommandations qui sont liées directement à ces conclusions. Voilà. Alors, j'aime bien avoir ce tableau. Pour chaque évaluation, ça peut être peut-être 5 pages parce que vous mettez l'analyse que vous avez fait sur chaque partie prenante qui répond à chaque question. Et puis, j'ai ça en papier. J'ai ça en papier avec moi. Je fais des copies pour tout le monde qui est dans la salle. Alors, pendant qu'on est en train de regarder la présentation, si on arrive à une réponse à une question d'évaluation et quelqu'un pose une question, il veut le plonger dans l'eau, voir les données, on a le tableau constatation, conclusion et recommandation devant nous. Et je peux dire, voilà, OK, question 2, vous avez une question sur question 2. Regarde question 2 sur le tableau. Regarde toutes les constatations qu'on a fait. Ça, c'est parmi tous les entretiens, les focus que nous avons fait ou un sondage. C'est de là où on est arrivé à cette conclusion sur la réponse de cette question. Et voilà, ça, c'est un outil que je pense les bailleurs aiment bien ça. C'est super transparent et tu vois la logique et comment vous êtes arrivé à cette constatation, cette réponse à cette question. OK, prochain drapeau. Voilà, c'est ça. OK, ça c'est pour moi, j'ai terminé. Je vois que les gens font les introductions dans le chat, mais ils posent pas de questions. Alors, si vous avez des questions, là, je dois partir dans 10 minutes, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas de les mettre dans le chat. Et maintenant, je tourne les paroles à Kewe. Merci. Est-ce que, Kiwi, est-ce qu'on peut laisser la possibilité des uns de 10 minutes à s'exprimer Lisa, à Lisa avant qu'elle ne parte, hein? OK? Oui, c'est possible. Donc, en tant que modérateur, j'invite, si vous avez une question ou un commentaire, très concis, très court, pas de discours, mais vous avez la parole, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un demande la parole? Je ne, je ne vois pas, parce qu'il y a le partage d'écran, je ne vois pas les mains levées. Attendez. OK, on n'est pas trop nombreux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande la parole? Je vais peut-être enchaîner. Lisa, merci pour la bonne présentation. C'était très intéressant. Je pense une des choses dans le partage des résultats d'évaluation, c'est le partage avec qui? Avec qui? Souvent, quand il y a des réunions de restitution, dans ma petite expérience, n'est-ce pas, on a un groupe assez mélangé et surtout des parties prenantes directes dans le projet, n'est-ce pas? Donc, ce sont des gens qui sont très vigilants du point de vue vous avez fait une erreur ici, vous avez oublié tel document. C'est une rétro-information qui est toujours utile et pertinente, mais ce n'est pas les décideurs. Ce pas les décideurs vraiment. Parce que les décideurs sont très occupés, sont des gens qui occupent des postes supérieurs, ça peut être des directeurs de cabinet, des ministres, des autres, n'est-ce pas?
Donc, je pense que dans le partage des résultats, et l'autre aspect de partage des résultats, c'est avec des répondants, c'est avec des citoyens, avec des gens qui sont directement concernés dans la mise en œuvre de certains projets et de programmes. Donc, je pense que c'est intéressant, c'est peut-être c'était déjà dit avec la croisière et tout ça, mais je pense qu'il faut le redire que votre façon de partager des résultats sera conditionnée par les personnes avec lesquelles vous partagez des résultats et ce que vous cherchez à avoir en retour de ce partage de résultats, n'est-ce pas? Et peut-être l'autre chose qui est très pertinent dans cet exercice, n'est-ce pas? Quelquefois, des commentaires que vous recevez, des gens n'ont pas une appropriation de la démarche évaluative. Quelquefois, ils n'ont pas de souvenir des thèmes de référence au départ, ils oublient un peu les choix qui ont été réalisés au niveau de la note de cadrage, n'est-ce pas? Et ils viennent avec des questions, avec des remarques qui, en fait, ne sont pas dans le champ de l'évaluation ou qui n'étaient pas évaluables, on est mis à côté. Donc, c'est une question, peut-être, la réponse en partie, comme a dit Lisa, c'est d'avoir des réunions chaque semaine pour informer, mais c'est vrai que les parties prenantes, les comités de pilotage, les commanditaires, pas seulement le bailleur, mais les commanditaires, peut-être le ministère, n'est-ce pas, les commanditaires et autres soient vraiment un peu disciplinés et qu'ils s'intègrent dans la logique de l'évaluation. Et l'évaluation ne peut pas répondre à toutes les questions à tout moment. Il faut connaître ses limites, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu ces deux éléments dans le partage des résultats que je voulais souligner. Peut-être ceci va provoquer certaines d'autres réactions de la part des uns et des autres. Est-ce qu'il y a une question ou un commentaire? Oui, il y a une question. D'accord. Donnez votre nom, s'il vous plaît, posez vos questions. Merci. Ibrahima Diallo du Centre Baobab. Ibrahima, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci à Madame Baquet. Et ma question a été répondue en partie par le commentaire ou le complément que Yann a fait, vient juste de faire. C'est par rapport à la gestion du temps, surtout quand vous avez des participants qui veulent plonger en profondeur. Et très souvent, c'est plus des techniciens plutôt que des décideurs. Et donc, on va dans une logique où on a des débats sur les concepts et autres, et ce n'est pas justement l'objet de la restitution. Comment gérer ces attitudes? Merci, Ibrahima. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait? Après, on va donner la parole à Lisa avant son départ. La main levée de Seynabou Diouf. Bonjour. Bonjour. Allô? Il y a main levée? Seynabou Diouf. C'est le beau Diouf. Madame Diouf, allez-y, s'il vous plaît. Vous avez la parole. Présentez-vous et puis posez votre question ou commentaire. Bonjour Yann, bonjour Kewe, bonjour Madame Baquet. C'est un plaisir de rejoindre ce webinaire aujourd'hui qui porte sur une thématique en tout cas très importante qui est relative au partage des résultats d'évaluation, autrement dit à la diffusion des évaluations. J'ai suivi avec intérêt la présentation de Lisa sur donc son approche, sa méthodologie et Alors, les gens m'entendent? Allô? Allô, c'est le Allô, beau, on oui. vous a perdu. Allez-y. Oui, c'est bon, vous m'entendez maintenant? Oui, vous Oui. étiez coupé un moment. Allez-y. C'était coupé, effectivement. Je disais donc que j'ai suivi avec intérêt donc, la présentation de Lisa, surtout pour les outils utilisés dans la présentation. C'est bon? Oui? Oui. Les outils utilisés pour la présentation des résultats. Ce que je voulais ajouter, c'est qu'effectivement, Yann, comme vous l'avez dit, le type d'outil va dépendre du public avec lequel les résultats sont partagés. Quand vous êtes, par exemple, selon le type d'évaluation, les différentes parties prenantes, si par exemple vous êtes dans des évaluations dont l'une des parties prenantes, c'est une composante analphabète, qui sont composées d'analphabètes, je crois que l'utilisation d'images
est beaucoup plus intéressant que, par exemple, les tableaux avec de la littérature. Ça, c'est aussi un avis. L'autre, c'est que dans les présentations aussi, l'ISA semble ne pas être, en tout cas, très à chaud pour mettre les aspects, se focaliser dans les slides sur les aspects de méthodologie. Mais je rappelle que c'est parfois très important, vu que certaines parties prenantes qui prennent les processus d'évaluation en cours ne s'imprègnent pas, en tout cas, des termes de référence ou de la note méthodologique qui a été donc élaborée en amont. Et il est toujours bon de revenir sur la méthodologie en fonction du cible, juste toujours en tout cas, pour pouvoir permettre aux gens de comprendre comment les résultats qui leur sont présentés aujourd'hui ont été collectés, traités et analysés, et pour aboutir à ces résultats. Donc, je crois que c'est les deux, en tout cas, opinions, en Merci. tout cas, ma position par rapport à ça. D'abord, l'outil dépendra de la cible, du public en face duquel nous nous trouvons. Et dans les slides aussi, c'est vrai que ça doit être des slides très digestes, pas beaucoup de contenu littéraire, mais un rappel de la méthodologie est important. D'accord. Merci, Sénébo. Voilà. Merci. Lisa, vous avez la Yann? parole pour Oui, réagir. Allez-y. voilà. OK. Alors, je voulais juste dire que la préférence que j'ai, c'est d'abord de faire une présentation tout au début sur les constatations avec le buyer, la personne, les dirigeants, les décideurs, les personnes qui vraiment ont demandé l'évaluation. Parce que, comme tout le monde sait, les évaluations sont sensibles. Hein? Alors, avant d'aller en public pour prononcer les constatations, moi, je préfère de faire un data walk, la croisière avec les bailleurs pour dire, voilà, Ou le ça, c'est les commanditaire, le résultats. commanditaire, n'est-ce pas? Voilà, ça, c'est les résultats. J'aimerais bien faire une validation de toutes ces constatations avec vous avant d'aller vers le partenaire qui implémente et avant d'aller vers le public pour prononcer des constatations. Je veux qu'on fasse une validation avant et c'est à ce moment-là qu'il faut prendre du temps. Comme le monsieur de Baobab a dit, en fait, moi, je prends 2 heures de temps avec les bailleurs pour vraiment expliquer là où les constatations viennent, comment on est arrivé à cette constatation et comment on est arrivé à cette conclusion. Alors, on préfère de présenter tout ça et de valider tout ça avec les décideurs. Et tout ça, ça vient du terrain. Ça vient des parents, de la communauté, de tous les gens qui ont participé dans l'évaluation avant d'aller en public. Et quand on fait une présentation en public sur les constatations, bien sûr qu'on simplifie ça. Si une évaluation a une partie qui est vraiment quantitative en nature, si c'est une évaluation d'impact, par exemple, on passe beaucoup plus de temps à discuter la méthodologie avec des bailleurs qu'une évaluation qui a plutôt les choses assez simples, qualitatives. Voilà. Alors, ça dépend vraiment de genre d'évaluation, ça dépend de l'audience, bien sûr, la présentation et la manière de présenter. Merci. Merci. Juste pour préciser, Lisa, quand vous dites bailleur, ça veut dire Oui. le commanditaire. Ça peut être le ministère. Madame Book Voilà, peut le être le commoditaire. bailleur. Elle Voilà, est le ministère exactement. chargé, n'est-ce pas? Voilà. Exactement. Et Et si nous avons... si les commanditaires n'aiment pas vos Mhm. résultats, ce que vous présentez, qu'est-ce que vous faites alors? S'ils disent on Alors, n'est pas d'accord avec ça. oui, alors il faut qu'on fasse une explication. C'est là où vraiment on passe beaucoup de temps sur les données. Alors, et si on avait un plan d'évaluation qui expliquait aux commoditaires, voilà, pour répondre à cette question, nous allons parler avec ces parties prenantes, parents, communauté, voilà, enseignants, directeurs d'école. Et si on est tous d'accord, quand on revient avec le commoditaire, avec des informations sur le bilan de ce que les gens ont dit, pendant les focus, pendant les entretiens, là, il faut qu'on arrive à un point où peut-être
on n'est pas D'accord. d'accord avec D'accord. les résultats. D'accord. En fait, il y a toujours un moyen, si on peut vraiment pas se mettre d'accord sur les résultats, le commanditaire a toujours la possibilité de euh, mettre un commentaire dans le C'est ça. rapport disant qu'ils ne sont pas d'accord C'est ça. C'est ça. avec ces C'est ça. constatations. Ça, c'est le but, enfin le plan Z, si vous voulez. Alors, il faut qu'on essaie de régler la situation un peu avec la communautaire, mais en même temps, il faut prendre une approche constructive avec la communautaire. Alors, il faut toujours prendre les forces et les faiblesses de chaque évaluation, n'est-ce pas, de chaque projet que vous allez prononcer sur les choses qui vont bien avec le projet, mais en même temps, les petites choses qui ne se passent pas très bien, ou il faut qu'on donne des recommandations sur c'est comme ça que vous pouvez améliorer la situation pour avoir vraiment un projet qui est super soutenable. Alors, il faut donner une vision assez constructive, assez positive Très dans bien. la présentation des constatations. Très bien. OK, merci. Merci beaucoup. On va vous laisser partir. Je pense que vous avez dit à 9h30 chez vous, 14h30 chez Voilà. nous. Donc, Merci. merci encore. Merci pour tout votre soutien, tout votre encouragement pour le Sénégal. Et bonne continuation de là-bas dans l'hiver. Et nous allons continuer sous le soleil ici avec Kewe qui va prendre D'accord. OK, le merci. bâton. Merci tout le monde. Merci, Allez, Lise. au revoir. Merci. Au revoir. Merci Lisa. Merci, Merci Kewe. Ian. Merci. On se reparle après. Merci à tous d'être présents, d'être attendus. Donc, je prends le relais de Lisa. Difficile de faire mieux que ce qu'elle a fait, mais en tout cas, je vais essayer aussi de revenir un peu sur la gestion des feedbacks. Je pense que les dernières questions ont assez bien amené ce point. Comment gérer les retours des commanditaires, les retours des parties prenantes de la mission. Pourquoi on doit bien gérer les feedbacks? On ne se limite pas seulement à gérer, puisque c'est des retours, c'est des observations, des questions, des commentaires. On doit les gérer, mais il faut bien les gérer. Puisqu'on a dit, par exemple, la dernière question, qu'est-ce qui arrive si, par exemple, le commanditaire n'est pas d'accord avec nos constats, n'est pas d'accord peut-être avec nos recommandations. Donc, on doit faire une bonne gestion des feedbacks. De un, pour répondre aux attentes du commanditaire, puisqu'on a un cahier de charge, on a des TDR, le commanditaire s'attend à quelque chose de nous. Donc, pour mieux répondre à ces attentes, on doit être aussi attentif à tous ces retours qu'ils nous font durant tout le cycle de gestion de l'évaluation. On gère bien les attentes aussi pour s'assurer d'avoir un document de qualité. Donc, être sûr que, par exemple, on a pris en compte tout ce qui devait l'être, mais aussi dans un souci de redevabilité et d'utilité. Parce que l'objectif des évaluations ou du rapport d'évaluation ou des recommandations, c'est que ça soit utile au commanditaire, ça soit utile à toutes les parties prenantes. Et pour que ça l'est vraiment, il faut bien gérer ce flux d'échange qu'on va avoir durant toute la mise en œuvre de l'évaluation. Donc, quand est-ce qu'on a ces boucles de rétroaction? Bon, j'emprunte le terme de la garde, boucle de rétroaction, c'est tous ces moments qu'on a pour échanger. Donc, quand est-ce qu'on gère ces feedbacks? On reçoit souvent des feedbacks lors de la soumission des livrables. Mais on peut les recevoir aussi à tout moment de l'évaluation. Lisa l'a dit, il faut faire des check-ins réguliers avec les commanditaires, avec les gestionnaires de l'évaluation. Ça permet de prendre en compte leurs préoccupations au fur et à mesure qu'on avance. Donc, pour s'assurer d'avoir des livrables de qualité, chaque fois qu'on fournit un livrable, même si on ne fait pas un check-in avant, au moins qu'on s'arrête avant de progresser pour prendre en compte ce qui doit être amélioré et trouver un terrain d'entente
avec le commanditaire avant de poursuivre. Donc, quand on nous demande, par exemple, une note d'orientation méthodologique ou un rapport de démarrage, il y a eu déjà des rencontres de cadrage. À tout moment, entre la rencontre physique et la soumission du premier livrable de ce rapport de démarrage ou d'orientation méthodologique, on peut échanger. Et quand on soumet le rapport, on attend aussi les feedbacks du commanditaire, on les intègre, on trouve un terrain d'entente sur la méthodologie avant de poursuivre sur la collecte des données, par exemple. Et après la collecte, comme Lisa l'a dit, les premiers partages, on peut les faire même avant de quitter le terrain, par exemple. On l'appelle nous souvent le partage ou la restitution à chaud des premiers constats. Si on fait, par exemple, un travail de terrain, la collecte de données sur le terrain, avant de quitter, que ce soit une région ou si c'est des interventions multi-pays, avant de quitter, que l'équipe quitte le terrain ou le pays, au moins les partenaires qui sont là sur place, les premières parties prenantes, on partage avec eux ce qu'on a recueilli du terrain, et puis ça nous permet de recueillir aussi les feedbacks et surtout des compléments d'information. Ça nous permet qu'une fois qu'on quitte cette étape ou une fois qu'on quitte ce lieu, cette région, on a des informations beaucoup plus complètes et on a déjà convaincu, par exemple, les partenaires sur certains aspects de nos constats ou sur certains de nos constats. Et quand, à la fin de l'exercice aussi, le premier rapport, on l'appelle rapport provisoire, après, il y a aussi des feedbacks qu'on doit aussi prendre en compte pour avoir un rapport final qui va être utile à toutes les parties prenantes. Mais est-ce que bien gérer les feedbacks veut dire aussi prendre en compte tous les feedbacks, accepter tous les feedbacks? Ça dépend des types de feedback qu'on reçoit, ça dépend aussi d'autres facteurs. Habituellement, en évaluation, comme dans les communications de tous les jours, on peut recevoir 3 types de feedback. On a des feedbacks positifs. Les commentaires nous disent, oui, sur ce livrable ou cette version provisoire du rapport, tel aspect sont très intéressants, on est d'accord là-dessus. On peut avoir des feedbacks, des correctifs ou de développement. Ça veut dire que ce point, par exemple, nous intéresse. Est-ce que vous pouvez le développer plus? Est-ce que vous pouvez donner plus de détails ou est-ce que vous pouvez plus détailler les recommandations pour les rendre opérationnelles? Donc ça, c'est on apporte des correctifs ou on a mal utilisé une source ou une information, on nous dit non, cet aspect, il faut le corriger. Donc, c'est ça. C'est des correctifs ou des feedbacks de développement qui tendent à renforcer, à améliorer ce qu'on a déjà présenté. Par contre, on peut avoir des feedbacks négatifs ou de recadrage. Je me réfère à la dernière question de discussion avant que je ne prenne le relais. Qu'est-ce qui arrive si le commanditaire n'est pas d'accord? Il arrive souvent que les gens disent non, ce point, on n'est pas d'accord là-dessus, il faut le revoir, il faut l'enlever ou on n'est pas d'accord avec cette expression. Je peux juste donner un exemple. Par exemple, il nous est arrivé d'évaluer un projet de sécurité alimentaire et puis il y a un terme jusqu'à présent, les commentaires nous reprochent de l'avoir utilisé. Ils n'étaient pas d'accord depuis le début, mais nous, on ne pouvait pas le changer puisque, par exemple, pour ceux qui sont en sécurité alimentaire en production, un projet ou une intervention qui vous dit j'interviens dans tous les départements de telle région, j'ai touché les temps de communes, je suis sur 25-30 villages. On vient en évaluation, on fait des kilomètres pour aller dans un village. On dit que dans ce village, il y a, par exemple, 3 bénéficiaires. Dans l'autre village, il y en a 2. Dans un tel village, il y en a 1. Donc, nous, le constat, c'est que ça a un aspect de saupoudrage. C'était le mot que les gens n'aimaient pas. C'est un peu comme du saupoudrage. C'est vrai que les gens ont beaucoup travaillé, mais quand on parle de durabilité et autres, il y a des problèmes, puisque avec ou sans l'intervenant, donc les gens vont continuer, puisqu'on n'a touché que très peu de personnes, mais on s'est focalisé sur l'étendue de la zone d'intervention.
Et, ceux qui mettent en œuvre, une des parties prenantes, l'organisation qui met en œuvre, n'était pas d'accord avec ce constat, parce qu'ils avaient des objectifs, ils les ont atteints. Et les discussions, c'est que nous, il y a des aspects dans le rapport qu'on peut reformuler et autres, mais ça, on n'y peut rien. C'est le constat. Donc, c'est des choses qui arrivent. On peut avoir des feedbacks négatifs, des recadrages. On n'a pas demandé ça, c'est ça qu'on a demandé. Ou on a demandé ça, mais en réalité, c'est ça qu'on voulait. Ça aussi, ça arrive. Des fois, les gens demandent plus que ce qui est dans les TDR. Mais quel que soit le type de feedback qu'on reçoit, que ce soit des feedbacks positifs, négatifs ou des aspects de développement ou de correction, on a plusieurs choix pour les adresser. On peut reformuler. Comme l'exemple de tout à l'heure, il y en a d'autres. Il y a une autre évaluation où on a souligné un risque comment on dit, de favoritisme. Les gens nous ont dit, ouais, on sait que c'est le risque est là, réel, on ne peut pas l'occulter vu ce qui vous a amené à faire ce constat, puisqu'il y avait des cas réels qu'il fallait souligner au fonctionnement de comité et autres. Mais on préfère être prudent sur les expressions. Puisque ça, comme le rapport peut aller partout, est-ce que c'est possible de reformuler? On garde l'essence, mais est-ce que c'est possible de reformuler? Donc, il y a ces possibilités que le commanditaire renégocie un peu la reformulation. Ça ne veut pas dire qu'on va le caresser dans le sens des poils, on va essayer de lui faire plaisir, mais on garde quand même l'essence de ce qu'on veut dire. Il y a d'autres feedbacks, on peut aller exploiter les données. Souvent, on a beaucoup de flux d'informations. On traite en fonction de ce qu'on nous demande, en fonction des lignes directrices des TDR. Mais si on nous demande, par exemple, des éclaircissements, ou on nous demande, par exemple, des feedbacks négatifs, on peut aller réexploiter les données et revenir pour renforcer ce qu'on a fait. Il y a souvent aussi, ça demande une collecte complémentaire. Ça, c'est à voir. Ça dépend du feedback. Est-ce que on n'a pas assez adressé ce point et que c'était bien demandé dans les TDR? Il faut aller trouver un moyen de compléter les informations, que ce soit par une revue documentaire plus poussée ou essayer d'aller collecter un peu plus d'informations. Mais dans tous les cas, l'idée, c'est d'avoir plus d'informations pour adresser ces feedbacks. Donc, dans la manière dont on va adresser ces feedbacks, il faut avoir deux repères, à mon avis, selon mon expérience. Donc, on a les termes de référence comme balises. On peut vous demander plus que ce qui est dans les termes de référence. Si la collecte est déjà finie et qu'on n'a pas les moyens de les adresser, on retourne dans les termes de référence. Si on a les moyens de les satisfaire, c'est quelque chose de positif, on peut le faire. Et l'autre aspect qu'il faut aussi garder en tête, c'est l'objectivité qu'on doit avoir et le regard critique en tant qu'œil externe. Ce n'est pas pour rien qu'on vous a confié cette évaluation. Vous devez être objectif tout au long du processus. Les constats, ce sont les constats. Vous pouvez reformuler et tout comme vous voulez, mais il faut continuer à être objectif. Ne pas faire dire aux données ou aux informations des choses qu'elles ne veulent pas dire. Donc, dire les choses telles quelles, en toute neutralité, en toute objectivité. Donc, on peut jouer sur les mots, essayer de ne pas offenser, puisque le but des évaluations, ce n'est pas offenser, ce n'est pas de jouer aux gendarmes, mais on peut quand même dire les choses, la vérité, avec objectivité, neutralité et dans des expressions qui passent facilement. Et, quel format est-ce qu'on peut utiliser pour adopter ou adresser ces informations? Dans tous les cas, les rapports, on les corrige après les feedbacks. Donc, ce qu'on fait habituellement, c'est souvent, il y a avant la version complètement validée, on fait chaque fois une version corrigée en mode change, comme on dit, en mode suivi en mode suivi, je pense. Quand on va dans révision, donc suivi des révisions ou suivi des corrections, et une version nettoyée à côté. Ça permet aux commanditaires, aux lecteurs, en tout cas aux parties prenantes de l'évaluation qui vont lire, analyser les livrables, de voir si
les observations, les feedbacks, les retours sont bien traités. C'est presque fini, ouais. Et l'autre aussi aspect, c'est d'avoir, tu vois, à la fin d'accompagner le livrable d'un tableau de suivi des observations. Excusez, observation, il y a S, on va corriger dans la version qu'on va partager avec vous. Donc, ce tableau, ça se présente sous plusieurs formats. Pour ceux qui ont fait des évaluations avec les systèmes des Nations Unies, par exemple, on a des tableaux, des formats plus détaillés. Si le commanditaire n'a pas de format, on peut créer son propre format. L'idée, c'est d'avoir dans une colonne différents feedbacks et dans l'autre colonne les éléments de réponse et comment on les a adressés. Donc, dans les parties qui suivent, ça c'est la dernière partie, je vous montre juste quelques modèles de tableaux de suivi des observations. Ah, par exemple, c'est pour une évaluation d'un système des Nations Unies. Il y a la division ou le bureau qui a fait, ou la personne qui a fait l'observation travaille. L'observation sur quelle section du document ça porte, comme est-ce que c'est la première question d'évaluation ou tel critère, telle partie. Le paragraphe, puisque eux, dans leur rapport, les paragraphes sont numérotés jusqu'à la fin, quelle que soit la longueur du rapport. Et puis le commentaire, il faut reprendre le commentaire tel quel. Et après, il y a les réponses de l'équipe d'évaluation. On a un autre exemple aussi, ça c'est un exemple beaucoup plus simple. Vous avez juste sous l'observation, la question, le commentaire, la recommandation, et vous avez sur une autre colonne les éléments de réponse. Et un dernier exemple, c'est toujours le système des Nations Unies. Vous avez celui qui a fait le commentaire, la page sur le document, le paragraphe, le numéro du paragraphe, vous reprenez l'observation et vous avez la réaction ou les éléments de réponse. Donc, ce qui est commun à tous les formats qu'on va retrouver, c'est qu'on a le commentaire d'un côté, on a les éléments de réponse de l'autre. Est-ce qu'on accepte ces commentaires? On a fait les corrections nécessaires. Si c'est des choses qui demandent plus d'informations, on ajoute qu'on a fait amener plus d'informations. Si ça a nécessité d'aller retravailler les données et autres, on l'a fait. Et puis voilà, le nouveau paragraphe ou la nouvelle phrase ou la nouvelle section, comment elle se présente. Et voilà, donc c'est un peu ce que je voulais partager avec vous pour ne pas être long et selon ma maigre expérience. S'il y a des questions, commentaires, observations, comme on dit, comme on est sur la partie gestion des retours. OK, merci. Merci, Kewe. Je pense que c'était très riche aussi et ça nous a donné quelque chose pour réflexion. Nous sommes déjà à la fin de la session comme était prévu. Je pense qu'on peut se permettre, si les participants sont d'accord, peut-être 15 minutes pour avoir quelques échanges, n'est-ce pas? Il y avait une question dans les chats de Sheriff Diallo qui a dit que quelquefois, le problème avec les retours, il y a beaucoup de retard pour avoir des retours. Peut-être aussi les retours qui ne sont pas très bien cadrés, mais beaucoup de retard. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Est-ce qu'il faut toujours attendre? Comment on peut vivre où les gens vraiment mettent trop de temps à réagir ou répondre? Est-ce qu'il y a déjà une réponse à ça, Kewe? Et après, on va ouvrir ouvrir la parole aux autres. Allez-y. Merci. C'est celui qui a posé la question. En tout cas, merci. C'est un aspect très, très intéressant et qui arrive très souvent, ce qu'il a abordé. La première manière de gérer ce problème, souvent, c'est lors des premiers cadrages. Quand on fait le chronogramme de l'évaluation, prendre en compte les réactions des commanditaires. À chaque livrable, combien de temps est-ce qu'on laisse au commanditaire pour le prendre? Et ce temps, on ne le décompte pas dans le temps de travail du consultant. Ça, souvent, on le fait. Et même avec ça, le problème arrive souvent. Il y a des commanditaires où le cycle de revue, ou en tout cas le circuit de revue est très long. Ça peut prendre beaucoup plus de temps, ça peut bloquer quelque part. Souvent, ce qui arrive, c'est de faire des relances. À part ça,
on est obligé d'attendre puisqu'on ne peut pas avancer si on n'a pas d'autres, si on n'a pas les retours des partenaires et d'avancer. Si c'est dans les étapes intermédiaires comme la collecte de données et autres, on peut, quand on fait des relances, ça se débloque pas, on peut envoyer un message de démarrage de la phase suivante. Souvent, ça fait réagir. Donc, attendez, on peut envoyer nos Merci. feedbacks avant de commencer, donner une journée ou deux. Mais pour Merci. la version, entre la version provisoire et la version finale, par exemple, du rapport d'évaluation, on est obligé d'attendre les feedbacks. Et là, on ne C'est peut ça. que faire des relances chaque fois. Avant D'accord. l'échéance, peut-être relancer. Une fois l'échéance dépassée, c'est aussi de Très bien. relancer. Très bien. Donc, à Je mon pense, avis, selon mon expérience, c'est ça. S'il y a d'autres qui peuvent compléter. je pense que c'est tout à fait correct. Et donc, je répète, il faut laisser dans la planification des évaluations un calendrier qui est réaliste d'abord. Parfois, des calendriers ne sont pas réalistes. Ils ne tiennent pas compte, ils ne tiennent pas compte de ces retards. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, l'évaluation, c'est un travail de l'équipe. On ne peut pas laisser des consultants poireauter, attendre. Il faut que le commoditaire aussi soit organisé avec des autres parties prenantes. Souvent, le commoditaire peut être un chargé d'évaluation dans une structure ministérielle ou de développement, n'est-ce pas? Ou le retard, c'est les autres collègues de la personne, du système de responsable de l'évaluation, n'est-ce pas? Donc, vraiment, à l'intérieur de ces structures, il faut une certaine autorité sur le processus. Et en fin de compte aussi, à la fin de la journée, qui a l'autorité finale sur l'évaluation? C'est le rapport de qui? Le rapport des consultants, le rapport des commoditaires, etc. Il y a toute une série de facteurs qu'il faut toujours prendre en compte dans la gestion du processus. Est-ce qu'il y a maintenant d'autres commentaires, d'autres remarques? Je n'ai pas vu d'autres choses dans le chat. Est-ce que quelqu'un qui demande la parole? Je ne vois pas de main levée. Ça veut dire que D'accord. c'est bon. Je Pas pense de une des questions, leçons commentaires. une des leçons de ces deux présentations pour nous tous, n'est-ce pas? C'est l'évaluation, c'est un travail lourd. C'est pas un travail léger. C'est un travail qui exige un niveau d'organisation, un niveau de suivi, un niveau disons, de dialogue et une qualité de communication très importante. Et souvent, on oublie ces choses. Et je pense pour nos évaluateurs émergents et même pour les spécialistes aussi, je souligne l'importance des capacités de communication. Moi, je connais de bons évaluateurs ici. Je sais qu'après 10 minutes, je m'endors. Je m'endors. Ils sont vraiment très bons pour ceux qui n'arrivent pas à dormir, mais pas bons pour communiquer des résultats, n'est-ce pas? Donc, cette question de savoir communiquer, et je pense que c'est une des activités que le Sénégal devrait envisager, c'est de toujours faire des efforts de renforcement des capacités des jeunes en technique de communication, technique de présentation des résultats, etc. C'est très important. Donc, je pense que nous allons noter ça pour nos activités futures. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, d'autres questions? Je ne vois pas dans le chat. Peut-être vous avez rencontré le problème. Ibrahima Diallo, quand vous avez traité votre problème où les gens veulent parler trop, vous avez dit trop technique, comment vous gérez ça de votre côté? Comment vous avez fait face à ce problème que vous avez soulevé? Ah, est-ce qu'il est parti peut-être? OK, très bien, très bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres commentaires, on va laisser à Kewe si elle voudrait juste... attendez, il y a un Ndiaye Silla sur le cas en restitution de contestation par le commanditaire des données recueillies sur le terrain. Sur le cas en restitution, contestation. Oui, on a déjà parlé un peu de ça, mais que oui, vous voulez aller un peu plus loin. C'est cette notion de contestation. Le commanditaire peut questionner vos données, peut dire, ah, vous êtes allé au mauvais endroit,
où vous avez parlé aux gens qui sont contre nous, ou bien vous n'avez pas pu toucher tel responsable qui a été vraiment critique dans la réussite, n'est-ce pas? Qu'est-ce que, si le commanditaire vous conteste les données, je pense que vous avez déjà répondu à ça en quelque sorte, en disant que vous pouvez aller collecter d'autres données. Est-ce que vous voulez aller un peu plus loin sur cette question de contestation par le commanditaire? Et après, par la même occasion, vous pouvez faire une En, dernière remarque. Allez-y. en restitution, si le commanditaire conteste les données ou les constats, on est en face, on est en train de discuter. Donc, c'est juste souvent le plus judicieux, séance tenante, c'est de revenir sur tout ce qui a amené ou tout ce qui a motivé ces constats. Donc, tout ce qu'on a comme information recueillie du terrain ou dans les documents qui nous ont amenés à poser ce constat et de le partager aussi avec les participants. De revenir aussi à l'élément qui correspond dans les TDR. Pourquoi on a, par exemple, collecté ces types d'informations? C'est parce qu'il y a tel aspect qu'on nous a demandé de creuser et puis il faut dire pourquoi comment on a fait pour arriver à ce constat. Je peux donner juste un exemple pratique. La dernière restitution qu'on a faite avec un collègue, avec un autre consultant, une équipe, on était deux. C'est là où on nous parlait, par exemple, des risques comment on dit, risque de favoritisme. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a constaté sur le terrain. Et quand on est arrivé, un des responsables de l'équipe de mise en œuvre en question, et puis c'est l'équipe du commanditaire, il a dit non, lui, il n'est pas d'accord avec ça. Non seulement pas avec l'expression, mais aussi pourquoi on a dit ça, parce que eux, ils ont fait telle chose pour aller plus vite. Donc là, on est revenu sur pourquoi déjà on a analysé, par exemple, ce système de distribution. C'est parce qu'on nous a demandé dans les TDR d'aller en profondeur, en tout cas de faire le diagnostic et l'évaluation de tel aspect de leur intervention. Ça veut dire qu'on devait avoir plus d'objets, on devait mettre l'emphase sur cet aspect. On a fait cette observation et on était très objectif dans l'observation parce que il y a non seulement l'exemple qu'il a donné, mais ce n'était pas le seul exemple qui nous avait poussé à faire ce constat. On a ressorti tous les éléments justificatifs qu'on avait pour prendre ce constat. Donc, ce qu'on lui a dit, les constats sont là, on les laisse. On peut peut-être reformuler. Si vous ne voulez pas de favoritisme, on reformule, mais le constat est là puisqu'il y a tous les éléments qui permettent de faire ce constat. Et après, on fait des recommandations en rapport avec ça. Et puis, c'est comme c'est partagé séance tenante, il y a beaucoup de gens qui étaient d'accord, qui ont dit que même eux, ils avaient fait le même constat, mais comme ils ne sont pas habilités en tant qu'équipe de mise en œuvre à le partager, ils sont d'accord. Donc, souvent, les contestations, ce n'est pas toute l'équipe, c'est une personne. Et il faut savoir défendre ses positions, comme on dit. Les constats, on ne les prend pas la tête, les yeux fermés. On ne se lève pas un bonjour pour donner son appréciation. On donne son appréciation sur la base de faits, de données réelles, de données probantes, comme on dit. Et ça, il faut pouvoir chaque fois le défendre. C'est bon. Je pense qu'on dit que l'évaluateur doit être un bon négociateur, avoir une bonne technique de négociation et d'écoute, et ce que dit Kewe renforce ça. Donc, je pense qu'on a vu, j'ai vu que Malamine Savané, notre président, est en ligne, donc peut-être on va donner la toute dernière parole à Malamine Savané aussi, qui est un vieux routier dans ces domaines, de nous dire juste quelques mots, et puis on va laisser à Malamine le soin de clôturer la session. Et je voudrais remercier d'abord les présentatrices, les animateurs, un travail très bien fait, et évaluation objective, j'espère, je pense, et aussi remercier tout le monde qui a persisté et malgré le grand retard, qui est toujours avec nous à la fin de la session. Merci encore et adhérez et cotisez à Sénéval et faites-nous des suggestions pour des réunions futures. Merci. Malamine, vous avez la parole pour le dernier mot de la session. Oui, moi, je voulais d'abord remercier les évaluateurs émergents pour
cette initiative qui est très, très intéressante dans l'évaluation parce que c'est la partie la plus substantielle après avoir fait un travail, après avoir discuté avec les commanditaires et les bénéficiaires. Je voudrais aussi exprimer ma satisfaction. Je vois que les évaluateurs émergents sont maintenant de grands experts parce que moi-même, je viens d'apprendre beaucoup de choses de cette présentation qui a été faite par notre collègue Kewe. Alors, je ne vais pas revenir sur le contenu, je crois qu'on n'a pas beaucoup plus de temps, mais je m'aligne en tout cas sur beaucoup de choses qu'elle a eu à dire. Maintenant, je voulais juste ajouter, parce qu'il y a deux aspects, il y a les commanditaires auxquels il faut faire la restitution, mais il y a aussi les bénéficiaires eux-mêmes et qui a beaucoup plus de délicatesse en termes de communication, en termes de support, en termes de langage aussi. C'est des éléments assez importants sur lesquels il y a beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup d'expérience à acquérir dans ce domaine et beaucoup d'humilité aussi. Voilà, c'est cet aspect seulement que je voulais ajouter. Sinon, vraiment, félicitations à tous ceux qui ont participé à cette initiative. Je pense que nous allons tous nous mobiliser pour que ce programme puisse avoir des lendemains assez intéressants malgré quelques difficultés connues ces derniers temps. Et merci à tout le monde. Merci à Ian pour son encadrement dans tout ce processus. OK, merci. Donc, avec ces derniers mots, la session est clôturée. On va vous partager des présentations. Et si vous avez d'autres questions qui n'ont pas été répondues dans la session, vous pouvez les envoyer. Vous avez les emails, je pense, de Lamine Diop. Vous avez peut-être les emails aussi de KWCAM. Vous avez mon email. Envoyez-nous vos questions et on va essayer de vous répondre aussi à distance. OK, merci encore. Merci à tous.